Bonjour et bienvenue sur le plateau du Face à Face d'ACI TV, notre émission quotidienne qui traite des problèmes politiques, économiques et sociaux. C'est le cas aujourd'hui. Nous recevons Mohamed Sajidi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Vaincre l'autisme. Oui, tout à fait. Association qui, comme son nom l'indique, combat pour les enfants autistes, leurs parents. Absolument. C'est une association de famille qui existe depuis janvier 2001 et qui représente à peu près 3000 familles en France, qui est représentant des usagers auprès du ministère de la Santé et experte en matière d'autisme aujourd'hui au niveau national et international. Alors l'autisme, en préparant cette émission, plus je lisais de choses et moins je comprenais. C'est vraiment très compliqué. C'est une maladie très compliquée. En fait, c'est très compliqué quand on ne sait pas. Mais pour nous, c'est quelque chose qu'on maîtrise assez bien aujourd'hui. On n'a pas encore découvert toutes les causalités, si vous voulez, de l'autisme, mais on sait comment le diagnostiquer précocement, étant donné que le diagnostic n'est pas médical encore, parce qu'il n'y a pas de marqueur biologique, on a des diagnostics qu'on appelle cliniques. C'est par observation du comportement de l'enfant, à partir de 18 mois, jusqu'à 3 ans, on peut diagnostiquer précocement l'autisme. Après 3 ans, c'est un peu tard. Ouais. Si vous voulez, ça devient des problèmes d'environnement au lieu que ce soit un problème de maladie. Mais aujourd'hui, la recherche a tellement avancé que nous avons espoir de pouvoir avoir des thérapies demain pour traiter certains symptômes de l'autisme. Oui. Ça veut dire qu'il y a plusieurs choses. C'est multifactoriel. Et donc, il faut financer la recherche pour trouver, comme toutes les grandes maladies, trouver un peu les causes pour avoir des traitements demain. Il y a combien d'autistes en France ? Aujourd'hui, on estime à 650 000 personnes autistes, dans lesquelles il y a à peu près 180 000 enfants de 0 à 19 ans. Oui, ça fait quand même 400 000 adultes. Ça fait vraiment une naissance sur 100 selon les données internationales aujourd'hui. Et on pense que ça va progresser parce que les prévalences vont être encore plus sévères dans le sens où les outils de diagnostic commencent à s'améliorer. Et le spectre de l'autisme est extrêmement large. Donc on a des gens légers, des gens moyens, des gens hyper... et les plus légers, ce sont les plus difficiles à diagnostiquer. Alors pour faire simple, c'est une maladie à la fois du développement et de la relation à autrui. Tout à fait. Disons que c'est une maladie neurodéveloppementale qui constitue un handicap cognitif sévère. C'est le problème qui se situe dans la cognition qui génère un trouble de la communication. Et ce trouble de la communication génère les interactions sociales. Le fait que je ne vous comprends pas, je ne sais pas communiquer avec vous, donc du coup ça me frustre et ça crée des tensions. Et ces troubles d'interaction sociale font développer des troubles du comportement. Oui, on peut penser que c'est une maladie, je dirais, mécanique. On est en train de dire aujourd'hui, on est passé parce que pendant très très longtemps, la France a quand même 40 ans de retard en matière d'autisme. On a cru que c'était des problèmes psychiatriques ou des problèmes psychologiques dus à la mère. Aujourd'hui, on sait que c'est un problème neurologique d'abord, et de notre association avec tous les chercheurs avec lesquels on travaille, nous sommes en train de parler de maladies physiologiques, voire organiques. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, les connexions se font pas bien, les neurotransmetteurs et les neurorécepteurs qui s'occupent de toute la chimie de notre cerveau ne fonctionnent pas bien, c'est ça ? Absolument. Mais on ne sait pas encore pourquoi. C'est vraisemblablement génétique, non héréditaire.
Voilà, en fait, il y a des parties génétiques. Aujourd'hui, on est sûr de 10% de la maladie, c'est génétique. Ouais. Il y a une partie héréditaire et une partie qui n'est pas héréditaire. Le problème qui se situe même dans l'aspect génétique, c'est que vous pouvez avoir une famille qui a 2 enfants autistes. Les gènes impliqués dans l'autisme de l'un ne sont pas les mêmes gènes qui sont dans l'autre. Et dans la médecine, on appelle ça des syndromes de novo, quoi. Ouais. Donc c'est pas héréditaire. Et ils ne sont pas nécessairement transmissibles, ces gènes. Je veux dire, pas nécessairement. Non, ce n'est pas transmissible. Mais il y a une partie qui est quand même héréditaire. Oui, oui, donc c'est une pathologie très, très, très compliquée, qui a effectivement, vous l'avez rappelé, pendant très longtemps, été considérée comme une pathologie psychiatrique ou psychanalytique, enfin, oui. Psychanalytique non, mais plutôt psychiatrique, alors que a priori, c'est pas vraiment le cas. Non, ce n'est pas le cas, et justement, après 10 années de militantisme et d'action de droit, etc., et de défense auprès des gouvernements, aujourd'hui, l'État français a reconnu l'autisme comme une grande cause nationale 2012, ouais. Et ce qui a permis une prise de conscience. Et pendant toute l'année 2012, nous allons développer des actions d'information, de sensibilisation pour une compréhension de cette maladie. Ça veut dire que quand on est à une naissance sur 100, toutes les familles sont concernées. Oui. On a toujours un cousin ou une nièce ou la fille d'un ami ou le fils d'un ami qui est touché par l'autisme mais qu'on ne le sait pas. Donc aujourd'hui, le fait de surtout que vulgariser cette maladie... Les formes légères sont pas évidentes. Non, et c'est des enfants beaux, magnifiques, on a l'impression que c'est des enfants mal élevés ou qui ne veulent pas entendre, ou des têtes brûlées, etc. Alors que ce n'est pas le cas. C'est vraiment un problème neurologique d'incompréhension et de gestion de l'information. C'est dans le cerveau que ça se passe. À ce niveau, il y a un problème de diagnostic quand même. Oui, un véritable problème de diagnostic. Mais ça, encore une fois, pas dans le monde. En France, oui, parce que pendant longtemps, la pédopsychiatrie psychanalytique a traité l'autisme comme une psychose. Donc ça a toujours été la responsabilité de la mère ou les relations des parents qui ne traitaient pas l'enfant, etc. Donc aujourd'hui, la Haute Autorité de la Santé vient de sortir des documents sur la définition de l'autisme telle qu'elle est reconnue au niveau mondial. Et elle vient de sortir un nouveau qui est en train d'émerger, il va sortir exactement le 8 mars, qui définit les bonnes pratiques pour l'autisme. C'est-à-dire toutes les prises en charge qui étaient financées par la sécurité sociale, lourdement financées par la sécurité sociale, ont été plutôt nocives que bonnes pour les personnes autistes. Et donc notre combat, nous, j'en étais la victime, c'est de montrer les prises en charge innovantes qui se situent dans un cadre de prise en charge éducative. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas demain traiter avec des médicaments. Exemple, aujourd'hui au niveau international, on sait qu'on a un médicament qui s'appelle la mélatonine qui traite les troubles du sommeil. Les troubles du sommeil sont quelque chose de permanent chez les enfants autistes à la petite enfance, qui vraiment gâche la vie de l'enfant et de la famille. On a d'autres traitements qui sont en train d'émerger, découvertes françaises, sur l'ocytocine, vous savez, l'hormone de l'amour. Donc quand on la met, ça améliore la gestion de l'interaction sociale chez les personnes autistes. Et on a un dernier qui vient de sortir aussi, qui vient d'être découvert avec une recherche double aveugle, etc., du professeur Benari, qui s'appelle le Burinex, qui traite les troubles de la concentration. Et ça, en fait, ce chercheur, il travaille sur l'épilepsie, et dans ses recherche fondamentale, il a croisé le fait qu'il y a un liquide diurétique qui ne quitte pas le cerveau à l'accouchement, c'est lui qui crée ces troubles de la concentration. Il a étudié ça par rapport à l'autisme, et maintenant, quand ils ont mis ce médicament en place, la recherche clinique se fait à Rennes, et ça fonctionne. En fait, c'est un peu une perversion du système français. Il y a beaucoup de maladies dont on sait aujourd'hui qu'elles sont des maladies que moi je dis purement mécaniques, en fait. Voilà, oui, tout à fait, c'est ça. Comme la maladie d'Alzheimer, où pendant très longtemps, on a cru que, voilà, quand on est vieux, on devient gaga. Non. On est dans la même situation. On est dans la même problématique. Voilà. Sauf que là, on est plutôt dans une population jeune, alors que dans Alzheimer, on est plutôt dans une population âgée. Ouais. Et ce qu'il faut retenir, c'est que malgré cette complexité de l'autisme, en fait, quand on diagnostique précocement, on fait développer les enfants, mais d'une façon étonnante, sachant bien qu'il y a à peu près 20% des personnes qui vivront dans le milieu ordinaire, mais qui seront toujours accompagnées. Ça, c'est les autistes les plus sévèrement atteints, parce qu'il y a des degrés, je vous avais dit. Mais maintenant, ce qu'on a en France, c'est qu'on a tellement mal, entre guillemets, maltraité
l'autisme mal pris en charge, qu'on a dégradé l'état de santé des personnes au lieu de les développer. Et du coup, ils sont restés avec une prise en charge qui est lourde pour la société sur le plan économique et lourde sur la santé des familles et des parents. Donc ce qu'on essaie de montrer maintenant au gouvernement, c'est que nous, on a pris nos enfants, on les a améliorés malgré qu'ils ont été dégradés. On l'a prouvé. Maintenant, on ne veut plus que les enfants de bas âge, à 2 ans, 3 ans, reçoivent des faux mauvais diagnostics et des traitements inadaptés. C'est ça notre combat. Donc on sauve ces enfants-là. On va dire, les adultes, c'est trop tard? Ce n'est jamais trop tard. Ce n'est jamais trop tard parce que le cas de mon fils qui avait atteint, à 14 ans, il avait atteint un âge, à une situation grave d'automutilation et de violence pour lui et envers les autres, et qu'aujourd'hui, à 21 ans, il est autonome, on est en train de préparer l'emploi, etc. Vous voyez. Mais il a fallu qu'on mette nos parents tout en place, qu'on prenne des crédits, qu'on finance ça parce qu'il n'y a pas de reconnaissance. Et jusqu'à aujourd'hui, on ramène des professionnels de Stockholm, de Hollande, des États-Unis, du Canada pour former nos professionnels qui travaillent avec nos enfants. C'est-à-dire que ces formations n'existent pas en France. Mais pourtant, les sciences cognitives en France, avec des gens comme Jean-Pierre Changeux ou Jean-Pierre Vincent, sont des sciences qui se développent très vite, très bien. Voilà, la mécanique du cerveau, on la connaît. On commence à un peu la connaître. En fait, cette mécanique, par exemple, sur la partie, toute la prise en charge qui est cognitiviste, quand on prend les enfants autistes aujourd'hui, il y a des prises en charge qui sont comportementalistes avec des démarches scientifiques qui s'appellent l'analyse appliquée du comportement, qui doit être tout de suite auprès des enfants. Il y a une autre qui s'appelle Teach et une autre qui s'appelle PEX, qu'il faut absolument mettre autour des enfants. Et une fois qu'on a géré ce travail de communication et un travail de gestion des troubles du comportement, il y a un développement de l'enfant et donc un développement cognitif. Et là, il faut des spécialistes cognitivistes pour faire développer cette partie-là. Une fois que la cognition est améliorée chez l'enfant, donc il y a une théorie de l'esprit, après on passe à l'instruction. Et là, il faut des pédagogues qui soient aussi spécialisés en matière d'autisme pour connaître les personnes, pour l'enseignement. Et quand la personne devient jeune adulte, là, on a une personne qui, comme vous et moi, qui s'est développée intellectuellement, et donc il peut y avoir des conséquences psychologiques sous le rejet de la société ou les incidents qui arrivent. Donc il y a besoin vraiment de spécificité à un moment précis. C'est-à-dire que ça s'améliore dans le temps, il faut former les professionnels encore à des choses nouvelles selon le développement de chaque personne. C'est-à-dire, c'est quasiment du cas par cas. D'accord. Mais ça, dans un cadre général. C'est-à-dire, vous ne militez pas pour des établissements spécialisés ou... En fait, ce qui se passe en France, c'est qu'on a institutionnalisé beaucoup et spécialisé et mettre des établissements qui coûtent trop cher et qui exclut ces personnes de la société. Aujourd'hui, on est avec des diagnostics précoces et une intervention précoce avec des programmes éducatifs adaptés, rentrer à la maternelle, continuer dans la primaire, collège, lycée même. Et il y en a qui sont aujourd'hui aux universités. C'est ça qu'il faut faire. Par contre, il y a des personnes, comme je disais tout à l'heure, à peu près à 20% qui seront sévèrement atteintes. Ils peuvent être dans des structures, mais même ces structures doivent être légères et ouvertes dans le milieu ordinaire, comme l'a fait la Suède depuis 30 ans. C'est difficile de faire le diagnostic parce que les parents qui accueillent un enfant, un bébé, n'imaginent pas qu'il puisse être autiste. Oui. Les médecins, les néonatalistes, les pédiatres sont pas très bien formés à ça. Non, les médecins ne sont pas formés au dépistage précoce de l'autisme. Ça, c'est un problème majeur. C'est d'ailleurs notre combat de dire, voilà, il y a... Dans le parcours de formation d'un pédiatre ou d'un médecin généraliste, il y a 2 heures de formation sur l'autisme. C'est rien. Voilà, aujourd'hui, c'est devenu un problème grave de santé publique. Donc, le cursus initial de formation des médecins doit intégrer toutes les données actuelles de la science et de la médecine pour l'autisme. C'est-à-dire, si vous voulez des parents, quand vous avez un problème avec votre enfant, la première personne professionnelle que vous allez voir, c'est le pédiatre. Le pédiatre doit connaître. Ce n'est pas si compliqué que ça, l'autisme diagnostiqué, puisque je veux dire, c'est pas un problème médical, c'est un problème clinique, c'est un diagnostic d'observation. En fait, il y a des questionnaires. Il n'y a pas de diagnostic à la naissance. Non. Ouais, c'est ça. Non, on espère y arriver un jour. Dans le milieu hospitalier, il y a des vrais, il y a des vrais spécialistes qui pourraient. Oui, je pense que ça va venir. D'ailleurs, un des professeurs fait des recherches là-dessus, parce qu'on sait que le problème de l'autisme, il se déclenche, il est postnatal ou prénatal.
Oui, c'est là. C'est pas un truc qui émerge après. Et il arrive de naissance. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Oui, puisque c'est mécanique. Voilà. Absolument. Et donc, le diagnostic, c'est une observation. Si vous voulez, dans le questionnaire, le carnet de santé, par exemple, on doit intégrer certains questionnaires qui existent aujourd'hui, qui sont des outils de diagnostic. C'est un questionnaire à faire à 6 mois, à 12 mois, à 18 mois, et on va détecter. Ce qu'on demande aux pédiatres et médecins généralistes, c'est juste le fait qu'il y a une suspicion de certains comportements qui sont liés à l'autisme, qui ne sont pas très compliqués, hein, parce qu'ils sont visibles chez les enfants, et ils se touchent les oreilles, ils ne regardent pas, ils ne parlent pas, il fait des crises. C'est des petites choses comme ça cliniques que le pédiatre peut absolument cerner chez un enfant pour l'envoyer vers un service spécialisé. Et là, le diagnostic, il sera complet, parce qu'il peut y avoir d'autres choses aussi sous-jacentes derrière l'autisme. Diagnostic complet, prise en charge précoce, le plus précoce possible. Absolument. Information aux parents, priorité, parce que vous avez des parents, quand ils n'ont pas l'information, ce qui était de parcours, l'information aujourd'hui, on l'a par Internet. On l'a pas par nos professionnels. À propos d'Internet, vous avez un site ? Oui, tout à fait, qui s'appelle vaincre-l'autisme.org. Vaincre l'autisme en un seul mot. Hein, en un seul mot.org, où il y a ouais. toutes les informations sur l'association, sur l'autisme, sur les données actuelles de la science. Oui, ceci étant, on ne vient vers vous que quand l'autisme a été diagnostiqué. Je vois pas, enfin, j'imagine mal des parents pensant que leur enfant est autiste. Ça fait partie des choses qu'on refoule quand même. Absolument. Qu'on refoule parce que sur deux possibilités déjà. Le fait de refouler l'autisme, de vouloir que son enfant peut être soigné et guérir, etc., c'est normal pour des parents. Et il y a le fait aussi qu'un parent, lui, il va chez les médecins professionnels. Quand il va appeler une association, c'est qu'il doit appeler au secours. Ouais. Et quand on doit appeler au secours, c'est déjà, ça nous met dans une position de capacité. C'est pas trop tard, mais c'est tard. C'est très tard. Et en fait, il y a à peu près 10% des gens concernés qui contactent l'association. Et cela fait quand même 3 à 4 nouvelles familles par jour pour l'association. Et quand je dis 10%, ça veut dire que 90% autres sont encore isolés. Ouais. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'information sur l'autisme de leurs enfants, puisque tous ces autistes ne sont pas diagnostiqués, même qu'ils sont dans des hôpitaux psychiatriques, etc. Même dans les hôpitaux psychiatriques, il y a des erreurs, il y a des lacunes de dans les diagnostic. Hôpitaux psychiatriques, il y a complètement une prise en charge. Je dirais maltraitante en 2 mots. Qui vraiment, c'est un défaut de soins. Aujourd'hui, tout le monde en est conscient. Ces personnes-là n'ont rien à faire dans les hôpitaux psychiatriques. Vous avez des personnes adultes, justement, parce qu'on s'est mal occupé d'eux, qu'il y a des développements de troubles des comportements, ils sont internés dans des chambres d'isolement. Ce n'est pas normal. Le plus grave, c'est qu'on prend un enfant qui a des troubles et qu'aujourd'hui on peut détecter. Les enfants vont à l'école, ils sont suivis en termes d'éducation. Pourquoi on continue aujourd'hui à les envoyer un enfant de 4 ans vers un hôpital psychiatrique de jour pour les enfants? Et ceci coûte entre 600 et 1300 € par jour à la sécurité sociale. Par enfant, et sans résultat, sans évaluation. C'est pas normal. Non. Et donc il y a un système qui a été tellement bien conçu, qui reçoit énormément d'argent, que maintenant il a du mal à évoluer. Oui. Est-ce que vous avez des rapports avec des associations comme le Téléthon ? Parce que c'est pourtant la même problématique. C'est un peu la même problématique. Le Généton, c'est l'établissement de recherche d'Evry, devrait être capable de travailler. Il doit y avoir des équipes qui travaillent là-dessus. En fait, oui, mais ce qui se passe dans la recherche fondamentale, c'est que, comme je disais tout à l'heure, quelqu'un qui était en épilepsie, tout à coup, il a découvert quelque chose. Donc, dans cette partie de recherche génétique, ils vont forcément travailler sur l'autisme. Comme ils vont trouver d'autres choses par rapport à des maladies ou des troubles psychiatriques. C'est indiscutable. Ça, c'est indiscutable. On ne peut pas dire qu'on va mettre une recherche fondamentale pour l'autisme. C'est-à-dire il peut y avoir des chercheurs fondamentalistes qui vont venir faire des programmes de recherche pour l'autisme, mais peuvent découvrir autre chose. Donc là, on ne peut pas la cloisonner, si vous voulez, la recherche fondamentale. Par contre, la recherche clinique, oui, elle doit être là dès qu'il y a des découvertes par la recherche fondamentale. C'est-à-dire qu'il faut financer la recherche selon les programmes des chercheurs qui englobent cette partie-là qui concerne l'autisme et d'autres troubles ou d'autres maladies génétiques associées. Parce que c'est associé également. Vous pouvez avoir des enfants qui ont le syndrome de Williams qui est avec, ou de Jacobson. C'est des choses c'est de la médecine. Et c'est de la médecine, on va dire, quand on parle
d'une médecine excellente, on peut absolument travailler sur toute cette partie-là pour bien traiter la personne. Là, vous êtes un peu victime du retard de la France, qui est de longue date. Je me souviens, dans les années 70, le professeur Jean Delay avait beaucoup choqué en disant les psychiatres sont des gens qui veulent réparer un moteur sans ouvrir le capot. Vous voyez, c'est un peu ça, mais j'aurais juste... Et à la même époque, il avait trouvé, avec Henri Labourite, les neurotransmetteurs et les neurorécepteurs de la dopamine, ce qui a permis de faire avancer la recherche sur la schizophrénie, que tout le monde donnait comme une maladie psychiatrique, et d'un seul coup, on s'aperçoit que non, c'est pas une maladie psychiatrique. Ben non, c'est pas encore réglé pour la schizophrénie. Non, aussi, c'est pas encore, non, c'est pas encore réglé, en fait, mais ça a avancé. Je veux dire, il y a des traitements, il y a des bons. Ce qu'il faut clarifier au niveau de la psychiatrie, c'est pas un combat contre la psychiatrie. Oui, j'ai bien compris. La psychiatrie, quand elle est excellente et elle existe, elle a sa place dans ce problème de pathologie, qu'il soit psychiatrique et autre. Elle a sa place, mais il faut la limiter à cette place-là. Elle a déjà un rôle de diagnostic important. Absolument. Mais ce qui est problématique, en fait, en France, et là c'est le problème franco-français, c'est vraiment un linge interne, qui n'est pas international, c'est la psychiatrie psychanalytique. Ouais. C'est là où se situe le vrai problème en France. On ne peut pas faire une psychanalyse avec quelqu'un qui a des problèmes de communication. Eh bien, figurez-vous que c'est ce qui est fait. Avec des traitements archaïques qui datent de Mathusalem et qui est enveloppé des enfants dans des linges glacés pour qu'ils se ressentent leur corps. C'est des choses financées par les contribuables actuellement dans les structures. Ça se fait encore, ce genre de choses? Absolument, absolument. Dans l'actualité, on ne parle que de ça. Le problème, et on a une manifestation le 16 février à Lille contre ces traitements-là. Si vous voulez, il ne faut pas attaquer la psychiatrie de façon... Ah non, désordonnée. Ce qu'on demande à la psychiatrie, c'est d'être performante, et qu'on demande aux puissants de la psychiatrie psychanalytique qui ont verrouillé ce système et qu'on accuse directement de retard sur le plan médical, que de laisser aussi l'autre psychiatrie moderne faire son travail, de l'entendre. Oui, en même temps, ils les entendent pas. Il faut se mettre à leur place. Je veux dire, plus la recherche fondamentale va avancer, plus la recherche génétique va avancer, plus on connaîtra le cerveau, et moins ils auront de patients. Mais bien sûr. Donc c'est pas. C'est un perte d'acquis en fait. C'est pas drôle d'être sur un marché qui régresse. Je dis ça un peu brutalement, mais c'est ça. Sauf que face à ça, il y a des enfants vulnérables qui sont victimes et des familles qui sont victimes. Et ça, c'est pas normal. Donc vous accueillez les familles. Enfin, l'association, elle est structurée pour la défense des droits des enfants, parce que vous savez, il faut accéder aussi à des allocations, comprendre ce que c'est que l'autisme. On accompagne aussi par des rencontres de l'espoir, et puis on reçoit les familles, on les informe. Après, il y a la défense des droits pour la scolarisation, mais il y a aussi l'action qui est faite avec un comité scientifique international qui regroupe vraiment des personnalités pointues, suédois, américains, etc. Et notre travail aussi, c'est d'apporter au gouvernement toutes les informations et les données actuelles de la science, et en même temps, on met des prises en charge innovantes en place, qui sont des prises en charge éducatives, avec 2 structures expérimentales qu'on a fini par faire financer par l'État, qui a vu le développement des enfants, une à Paris, une à Toulouse. Et donc on est en train de montrer au gouvernement et à la société que voilà, quand on prend ces enfants, regardez-les, ils sont dans l'école et ils sont suivis thérapeutiquement avec des équipes spécialisées, et ce n'est que de l'éducation. C'est des prises en charge globalement qu'on dit psychoéducatives. Donc il n'y a pas de psychiatre, il n'y a pas de médicaments, il n'y a rien, et les enfants évoluent. Et dans tout degré d'autisme. Vous êtes une association d'espoir. Absolument. C'est de l'espoir, on peut dire ça. Mais on le prouve, c'est-à-dire on n'est pas là juste pour revendiquer à l'État. C'est-à-dire on exige de l'État de faire le nécessaire, mais on lui montre. D'accord, vous donnez vous faites votre part du boulot. Absolument, absolument. Ça c'est une qualité qu'ont les parents d'enfants autistes, la majorité aujourd'hui. C'est eux qui disent, nous on s'occupe de nos enfants, on veut ça, mais on le fait et on va le faire. Maintenant on est privé de le faire parce qu'on ne nous aide pas pour le faire, et on nous exige de mettre nos enfants dans les hôpitaux psychiatriques. Ça c'est des données législatives, ça. C'est-à-dire, si vous êtes un parent, vous n'avez pas votre enfant autiste dans un hôpital psychiatrique, le psychiatre peut faire un signalement et on vous retire votre enfant. Oui.
Oui. Et ça, on a à peu près une quarantaine de dossiers assez graves dans ce cadre-là. Quand ces procédures sont mises en place, le juge d'enfant et le juge pour enfants vous retirent votre enfant. Oui, le juge pour enfants, il suit les experts toujours. Enfin, et voilà, pour juge, lui, l'expert, c'est le psychiatre. Oui, mais comment voulez-vous qu'il fasse? Je veux dire, c'est un problème on peut pas lui reprocher non plus. Oui, et lui, il fait son travail, oui. C'est clair. C'est ces procédures-là qu'on veut changer, pas avec une prise de conscience du gouvernement, du pouvoir public, en tous les cas du législateur. C'est que, si vous voulez, il y a un référencement de la maladie à la psychiatrie. Et comme cette psychiatrie est psychanalytique, elle considère que l'enfant dont les parents vont éduquer, eh ben, il sera pas soigné. Voilà. Donc le premier travail, celui auquel vous vous êtes attaqué, c'est de passer de la psychiatrie à la neurologie, c'est-à-dire de revenir sur ce côté mécanique. Moi, j'insiste beaucoup à la psychiatrie sa place. Eh bien, écoutez, Mohamed Zahidi, merci de toutes ces précisions. Je rappelle votre site www.vaincrelautisme-toutattaché.org, sur lequel les parents peuvent trouver toutes les informations, peuvent contacter votre association pour vous rejoindre dans ce combat. Merci d'avoir été avec nous. Et vous, chers téléspectateurs, merci de votre fidélité. À bientôt. Au revoir.